Merci Gilles. On va rapidement, en 15 minutes, parler des critères d'admission en réanimation des patients d'oncologie et d'hématologie. Et je profite pour vous recommander cette lecture d'un papier qui a été publié en début d'année et qui donne les dernières statistiques sur le cancer qui sont fort intéressantes, qui montrent que tout d'abord, le cancer reste dans les 3 premières causes de mortalité, toutes classes d'âge confondues, et que même dans certaines classes d'âge, le cancer est la première cause de mortalité au monde. Au demeurant, cette mortalité diminue avec le temps. Vous voyez que nous sommes passés dans la population générale dans les années 70, d'un malade sur 69 qui est survivant d'un cancer, pour arriver aujourd'hui où dans notre société, il y a un malade sur 20 qui est survivant d'un cancer. Ce sont des malades qui survivent au long cours, qui ont des survies globalement augmentées, mais qui restent profondément immunodéprimés et avec des organes pas mal abîmés. Et donc, il n'y a aucun doute que dans les années à venir, ces malades-là vont utiliser des ressources de réanimation plus importantes. En réanimation, la traduction de ces éléments montre aussi une augmentation de la mortalité. Dans la diapo la plus à gauche, le graphe le plus à gauche, sur la survie globale des malades d'hémato, d'onco ou des populations mixtes, que ce soit en réa, à l'hôpital ou à 1 an pour les quelques études qui donnent l'information. Quand on reprend des données très simples, non ajustées, de mortalité après la mortalité hospitalière après l'admission en réanimation, vous voyez que dans les années 80, la mortalité était la règle, alors qu'aujourd'hui, on peut espérer que pratiquement 6 malades sur 10 vont quitter l'hôpital vivant pour rejoindre des pronostics qui, dans un cas sur 2, vont être des pronostics curatifs. Alors, ces malades qui survivent plus, quand ils utilisent la réanimation, ils ont aussi une survie accrue. Dans le graphe le plus à gauche, quand ils ont un sepsis sévère ou un choc septique, on voit que leur mortalité hospitalière a perdu 20% au cours des 20 dernières années, ou quand ils ont un ARDS, où on voit que la mortalité est passée de 90 à 50%, c'est-à-dire d'un côté, certes, 2 fois plus importante que la mortalité d'un malade tout venant avec un ARDS. D'autre part, il y a aujourd'hui un malade sur 2 avec un ARDS sévère qui a une comorbidité oncohématologique qui va survivre. Alors la question de l'admission en réanimation, on la vit tous les jours. Elle est entre ne pas perdre une chance pour un malade qu'il y a la probabilité de survie avec une bonne qualité de vie et un espoir de guérison, et d'un autre côté, éviter l'acharnement thérapeutique, et je pense que nous y sommes tous sensibles, mais aussi la mort en réanimation. La mort en réanimation, dans la perspective d'un malade ou d'une famille, c'est la situation qui est associée à des deuils pathologiques chez les familles qui sont multipliés par 3 dans les populations cancéreuses, mais aussi des syndromes de stress post-traumatique qui empêchent ces familles d'aller travailler, vivre normalement, s'occuper de leurs enfants et avoir une vie normale. De fait, bien sûr que la mortalité a diminué. Regardez, un papier que j'aime beaucoup, publié dans Chest il y a maintenant 15 ans, qui montre que dans la dernière décennie 90-2000, le nombre de malades admis en réanimation de 3 ans en 3 ans est passé de 7 à 32. Dans ce service, ils ont largement ouvert les portes des services de réanimation. Et la mortalité, donc la survie augmente, la mortalité diminue. La survie est passée de 0 à 35%. Alors, on a une mortalité qui diminue, mais au demeurant, le paradoxe, c'est que, regardez la courbe en rouge, puisqu'on admet plus de malades, le nombre de morts augmente. Et donc, les situations de fin de vie dans un environnement de réanimation sont beaucoup plus importantes, et on a le sentiment qu'il y a plus de morts. Il y a plus de morts, mais le dénominateur a changé parce que nous admettons beaucoup plus de malades. Alors, on va en 10 minutes discuter de ces points. Nous avons largement ouvert les portes des services de réanimation aux malades d'onco-hémato. Nous avons été, et nous sommes de plus en plus clairs sur les objectifs du traitement, d'emblée. Nous évitons les décisions de limitation précoce. L'impatience tue les malades. On se met à jour et on travaille avec les oncos et les hématologues, et puis on pense différemment. Et je tempérerai ce discours en disant qu'on ouvre les portes, mais on a quand même des limites. On est clair d'emblée et on offre des réanimations d'attente de plus en plus. On évite l'acharnement thérapeutique au quotidien. On introduit les soins palliatifs précoces en réa. Et puis, en effet, on pense différemment. Un vieux papier qui a maintenant 10 ans, qui montre que quand on refuse un malade pour l'admission en réanimation, il y a 2 situations. Dans un cas, on dit « mais il est beaucoup trop grave, il va de toute façon mourir ». La survie de ces malades à long terme est de 26%, ou bien on dit mais il va très bien, il n'a pas besoin de nous, et la mortalité de ces malades est de 20%.
Donc notre capacité à juger du bénéfice d'une réanimation chez un malade d'oncologie et d'hématologie, elle n'est pas bonne. De fait, faire la différence entre ceux qui vont bénéficier et ne pas bénéficier, je vous laisse reconnaître, c'est difficile. Et donc, en fait, on est parti à l'inverse. On est parti à l'inverse en disant il y a des patients pour lesquels la réanimation n'est pas recommandée. Un malade grabataire qui n'a plus de projet thérapeutique, qui est dépendant, eh bien, comme on sait que de toute façon la réanimation va apporter une diminution de son autonomie et de sa qualité de vie, eh bien, quand on part de très bas, plus bas, c'est pas possible. Et donc, je ne vous recommande pas d'admettre en réanimation les malades totalement alités, dépendants et qui n'ont pas de projet thérapeutique. Le performance status, c'est très facile à évaluer pour un réanimateur. C'est ce qu'on fait dans nos transmissions les plus élémentaires. Et je vous recommande cette lecture d'un papier récemment publié dans Intensive Care Medicine du groupe brésilien. Une très large cohorte avec beaucoup de malades d'oncohématologie, 10 000 malades. Et vous voyez bien que, d'abord, peu importe pourquoi les malades sont altérés, par le poids de l'âge et des comorbidités ou par le poids de la maladie, la mortalité est la même. Et en fait, là, j'ai pas de flèche pour vous le montrer. Dans le graphe le plus à droite, si vous êtes très sévère en abscisse et le SAPS et que vous allez de toute façon mourir, eh bien, c'est pas le performance status qui fait la différence. À l'inverse, si vous êtes moins sévère, eh bien, pour les malades qui éventuellement ont encore un peu d'autonomie, il y a un bénéfice à faire des réanimations palliatives. Quand on est au tapis, malheureusement, il n'y a plus de bénéfice à faire de la réanimation palliative. Alors, ces nouveaux contrats d'admission en réanimation, c'est pour 70% des malades, je fais tout le temps, le full code. Et puis, pour d'autres malades, c'est des contrats un peu différents. La réanimation d'attente, qu'on appelle le ICU trial, c'est grosso modo 15 à 20% des malades dans nos services. C'est-à-dire, c'est une réanimation d'intensité illimitée pour une durée limitée. Je fais tout et j'observe. Et là, on a des données nouvelles que je vais vous montrer. La chimiothérapie en réanimation, c'est devenu la règle pour les maladies comme la maladie de Burkitt, un lymphome très agressif pour laquelle on sait que 30% des malades vont faire un syndrome de lisse tumorale clinique et nécessiter une prise en charge en réanimation pour, en grande majorité des cas, éviter de devenir des malades de réanimation. La réanimation prophylactique dans l'hypoxémie ou le sepsis, quand un malade est marbré, certes, il n'est pas hypotendu, il ne produit pas de lactate, etc., mais une neutropénie fébrile marbrée, utilisez donc un lit pour 6 heures, ça ne va pas vous coûter très cher et vous allez sauver quelques vies. Les réanimations d'exception, eh bien, on est en plein dedans actuellement, dans tous ces nouveaux projets thérapeutiques liés aux thérapies ciblées et aux biothérapies qui ont apporté dans le mélanome, dans le cancer du poumon et dans certaines pathologies hématologiques des miracles de malades passant du soin palliatif à une vie normale, et puis de plus en plus de contrats palliatifs dont on parlera un petit peu plus tard cet après-midi. Alors, ça n'est pas que des noms. Chaque code et chaque contrat d'admission a une vraie description de ce à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on dit aux patients et à la famille, qu'est-ce qu'on attend de la réanimation et qu'est-ce que les équipes sont en droit d'attendre. C'est-à-dire que si vous admettez un malade pour une ventilation non invasive alors qu'il n'y a pas de projet d'intubation, sachez que la moitié des malades vont rentrer chez eux et auront une qualité de vie normale 6 mois après. Alors bien sûr, tout ça c'est plus facile dans la pratique. Il y a des vignettes cliniques. Par exemple, une leucémie aiguë myéloïde, myéloblastique chez un malade qui a moins de 60 ans, eh bien, on va faire tout le temps pour arriver à 70% de survie. À l'inverse, si vous êtes dans la réanimation d'exception d'un malade qui va bénéficier éventuellement d'un anticorps anti-CD20 dans une maladie bien particulière, eh bien, vous allez avoir 20 à 25% de survie à long terme avec une guérison. Et il faut savoir quels sont les projets thérapeutiques pour les adapter. Peut-être que dans un cas, on va avoir une réanimation limitée et peut-être que dans l'autre cas, on va avoir une réanimation un peu décalée. Je reviens là-dessus. Quand on avait décrit cette réanimation d'attente il y a maintenant 10 ans, eh bien, on avait été un peu simpliste en disant que 3 jours suffiraient. C'est-à-dire qu'en effet, sur des données unicentriques à Saint-Louis, on avait montré qu'après 3 jours de réanimation illimitée, eh bien, les réanimateurs et les hématologistes et les oncologues étaient capables de reconnaître les malades qui avaient plus de chances de mourir que de chances de guérir et pour lesquels, éventuellement, les thérapeutiques devaient être adaptées. Et en fait, sur des données plus récentes, donc issues de l'étude Trialo, 1011 malades d'hémato dans 17 services, vous voyez qu'à la visite, quand on vous dit « mais c'est un malade qui est ventilé depuis 6 jours », vous avez la réponse simple de dire « c'est des probabilités conditionnelles ». Oui, mais regarde,
Si le malade est ventilé depuis 3, 6 ou 9 jours, la mortalité est exactement la même et elle est de 60%. Et donc, il faut calmer les impatiences. Ici, beaucoup sont seniors et le rôle que vous avez à la visite, c'est de dire « attendez un peu ». Ici, on est chez les malades qui ont une insuffisance rénale dialysée et on sait tous qu'une nécrose tubulaire aiguë, ça ne reprend pas une fonction en 10 jours, peut-être une diurèse parfois, mais en tout cas pas une fonction. Et ici, on est dans une situation différente qui est le besoin de catécholamine et de ventilation pendant 2 semaines, et là on voit qu'en effet, après 2 semaines, eh bien, on commence à pouvoir prendre une décision. Ces données ont été validées dans un modèle virtuel de 3 services qui ont donné une base de données de 920 malades et qui ont ensuite extrapolé sur des modèles virtuels. Ce papier est dans le JAMA Oncologie de janvier dernier et qui montre très bien qu'en séparant les malades en 3 strates de SOFA, les 5-9, les 10-14 et les 15-20, eh bien, vous êtes capable de guider la durée d'une réanimation d'attente. Par exemple, chez les malades les moins graves qui ont SOFA de 5 à 9, eh bien, il faut quand même faire un minimum de 2 semaines. À l'inverse, chez les malades les plus sévères, on voit que 3 jours n'est pas suffisant. Par contre, 8 jours donnent les mêmes résultats qu'un traitement illimité. Chez les malades qui ont une tumeur solide, à l'inverse, eh bien, 3 jours semblent en effet suffisants pour faire la différence entre les malades qui vont vivre et les malades qui vont mourir. Néanmoins, vous verrez bien qu'une réanimation d'attente, ça fait toujours moins bien qu'une réanimation sans limite, c'est-à-dire qu'à éviter de faire de l'acharnement thérapeutique, on perd quelques malades. Et la deuxième chose, c'est que 3 jours pour les malades d'oncologie suffirait, mais c'est beaucoup, beaucoup trop court pour les malades d'hématologie. Regardez ici, chez l'ensemble des malades, si vous faites pour les SOFA qui sont en abscisse, globalement jusqu'à 14, 10 à 12 jours, c'est le minimum pour garder une survie égale aux malades qui ont un traitement plein. À l'inverse, quand vous avez des SOFA supérieurs à 15, 8 jours suffisent. Chez les malades d'oncologie, à l'inverse, 3 jours suffisent largement. Et quand les malades ont un SOFA supérieur à 15, vous pouvez éventuellement évaluer la situation et rapidement faire sortir le malade. Et puis, dans la dernière partie de ma présentation, je veux insister sur quelque chose qui était recommandé et qui maintenant est démontré, c'est le dialogue entre nous, les équipes de réanimation, et les oncologues et les réanimateurs. Ce sont donc le groupe brésilien qui va comparer les malades des hôpitaux généraux aux malades des centres anticancéreux. Et vous voyez bien que le nombre de malades dans les hôpitaux cancéreux, puisqu'ils n'ont que ça, est plus important. À l'inverse, les décisions d'admission sont plus fréquemment prises par un groupe qui associe les oncohématos et les réanimateurs que par les uns ou les autres tout seuls. Et puis, voilà, je vais donner le résultat ici principal, c'est que quand au quotidien, les visites, il y a la possibilité d'évaluer le malade avec un oncologue et un hématologue, eh bien, dans l'analyse multivariée pour la mortalité hospitalière dans ce papier, eh bien, c'est associé à une diminution de la mortalité quand on ajuste sur les facteurs confondants. Pour finir, la réanimation, ça n'est pas un endroit où on utilise des machines, c'est un endroit où on fait de la médecine. Donc les critères d'admission, eh bien, grâce à toutes les stratégies non invasives qui ont été développées ces dernières années, qui font pas aujourd'hui peut-être la différence sur le pronostic, mais qui ont quand même amené les malades plutôt en réanimation, eh bien, on est capable de comprendre ce qu'est un immunodéprimé, de comprendre ce qu'il y a dans un poumon et d'aller un peu plus dans le détail physiopathologique. Ici, c'est le syndrome d'activation macrophagique, le propre de la défaillance multiviscérale réversible. Eh bien, ces malades-là, on sait que c'est la réanimation qui va être l'endroit où, quand ils sont ventilés pour cause neurologique, qu'ils sont dialysés et qu'ils sont choqués, c'est là où, même si c'est une activation macrophagique, on sait que la cellule cible, c'est le lymphocyte T activé, le CD8, et on sait que l'étoposide va apporter des rémissions rapides de la défaillance multiviscérale. On sait aussi que la réanimation, c'est l'endroit obligatoire pour ces nouvelles biothérapies, donc les CAR T-cells, ces nouveaux traitements qui vont générer du syndrome de relargage cytokinique, les malades, par devoir protocolaire, doivent être en réanimation et les anticorps anti-IL6 vont réverser des défaillances neurologiques, hémodynamiques et respiratoires, allez, en quelques heures. C'est là aussi que les réanimateurs deviennent, dans les années qui vont venir, des réparateurs d'organes. Si vous avez un malade de 40 ans qui a une insuffisance rénale et que vous êtes capable de la réverser, il aura son méthotrexate à J21 et il aura une survie au long cours. Un lymphome agressif qui ne peut pas avoir un traitement entier d'emblée ou dans le premier mois, parce qu'il a une insuffisance rénale, une cardiopathie ischémique ou une insuffisance hépatocellulaire, eh bien la survie à 1 an, elle est de l'ordre de 5%. Les réanimateurs vont devenir des réparateurs d'organes et j'ai aucun doute que ces malades-là vont affluer en réanimation.
Et puis, le projet thérapeutique de ces malades-là, c'est la guérison. Les réanimateurs de Vienne, en Autriche, ont bien montré que, bien sûr, quand on est un malade de réa, on meurt plus, mais si vous sortez vivant, donc là on a censuré AJ30, eh bien le pronostic à long terme des malades passés en réanimation est le même, et le taux de rémission complète est aussi le même. La diapo a bouffé ma conclusion, mais c'est pour vous dire plus de malades, plus de projets thérapeutiques, des admissions précoces et une survie à long terme plus grande. Merci.